Pierre-Carl Péladeau, président-chef de la direction de Québecor, bonjour. Bonjour Esther. On dit de vous que vous êtes un des hommes d'affaires les plus influents au Québec. On vous imagine très occupé, très sollicité d'ailleurs. Pour avoir cette entrevue, il a fallu s'adapter à votre horaire, ce qu'on comprend d'ailleurs. Pouvez-vous nous décrire une journée typique dans la vie de Pierre-Carl Péladeau? En général, ça commence par la piscine. Ça fait plusieurs décennies même, c'est vrai. Pas nécessairement toujours agréable de dire plusieurs décennies, mais oui, oui c'est vrai. C'est un fait. Nous vieillissons. Mais ça commence à la piscine. Donc, quand j'étais un peu plus jeune, je faisais 100 longueurs. Maintenant, j'en fais 50. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que ça permet de... Quand on nage, on est comme dans une bulle. Il n'y a pas nécessairement des gens autour de vous. Et puis, ça vous permet de préparer votre journée. Ça vous permet de penser à toutes sortes de choses. Et puis, bon, à l'époque, les téléphones n'existaient pas. Donc, on sortait de la piscine puis on prenait des notes. Maintenant, la première chose que je fais, c'est que je me précipite sur mon téléphone que j'ai laissé dans mon sac. Parce que pas l'amener avec vous dans la piscine. Et là, je prends les notes, ce à quoi j'ai réfléchi. Et puis, bon, pour être bien certain qu'on n'oublie rien. Et ça commence la journée. Alors, mais sinon, évidemment, précédemment, ça a été la lecture des journaux. Oui. Ça, je pense que c'est un incontournable. Maintenant, c'est vrai qu'il y a moins de journaux papier, plus des tablettes. Donc, on peut faire joindre l'utile à l'agréable en même temps aussi. Plus récemment, donc depuis les 10 dernières années, c'était aussi très fréquemment, donc j'allais conduire mes enfants à l'école, ce que je fais encore aujourd'hui et que je trouve très agréable d'ailleurs aussi. Et par la suite, les rendez-vous de la journée et tout, donc très, ça déboule, vous êtes très occupé. Tout à fait. Donc, ce qui est, je ne sais pas si c'est en raison de l'influence auquel vous faisiez référence, mais chose certaine quand même, Québecor, par sa filiale Vidéotron, mais notamment également aussi bien d'autres activités. Justement, nous sommes actifs là, dans plusieurs domaines. Alors que ce soit la télévision, que ce soit évidemment les informations, à partir de 1964, le Journal de Montréal, donc c'est la naissance, c'est le berceau, mais en même temps aussi, c'est la musique, c'est l'édition, donc les activités sont extrêmement nombreuses. Maintenant, c'est la production, en production de télé, et évidemment, depuis donc 2000, c'est les télécommunications, les télécommunications qui ont passé par la câblo-distribution, donc le véhicule historique de Vidéotron, mais donc par la suite, ça a été donc l'Internet, et ça a été aussi également le sans-fil plus récemment, donc c'est le dernier produit là, que nous avons lancé. Je vais revenir un peu sur les affaires un peu plus tard. J'aimerais savoir, parce que vous êtes quelqu'un de vraiment très occupé, on le sait, on vous voit beaucoup, on le sent que vous êtes très sollicité. Je me demandais, est-ce qu'il vous arrive de penser que vous n'êtes pas maître de votre temps, pas maître de votre calendrier, que vous êtes trop occupé? Oui, à un certain moment d'ailleurs aussi, on doit faire des choix, donc essayer de prioriser. C'est pas nécessairement toujours facile parce que donc je pense que vous l'avez en filigrane mentionné un petit peu. Québecor étant une organisation importante et c'est également la philosophie que j'ai héritée de mon père. Donc une entreprise importante, une entreprise également aussi qui doit redonner. Et donc, bien s'assurer que nous sommes présents, donc dans une mission philanthropique importante, dans une mission aussi où les messages sont importants. La culture a toujours été au cœur de notre activité, au cœur de la mienne également. Donc, être présent dans un certain nombre d'événements qui tournent autour de la chanson, du cinéma, donc de la culture en général francophone du Québec. Oui. On connaît votre histoire. Vous êtes le 3e enfant de Pierre Péladeau, qui est un géant du Québec Inc. Vous avez fait des études en philosophie à Paris, vous avez étudié en droit également. Par la suite, vous avez hérité de l'entreprise de votre père après son décès en 1997. Je me demandais, est-ce que c'était ce que vous aviez imaginé pour vous, le monde des affaires, devenir un homme d'affaires? Ça dépend à quelle époque, là. Une chose certaine. Bon, au moment des études, quand vous étiez plus jeune. Vous êtes encore jeune, là, mais quand vous étiez plus jeune. Oui. Bien, la petite histoire veut que, effectivement, moi, quand je suis sorti donc, de mon cours collégial du cégep, comme on dit en bon français, je suis allé à l'UQAM en philo. Et puis, donc, j'ai 57 ans, je suis né en 61. Je suis comme un petit peu la queue de la comète d'un espèce de mouvement 68 heures. Donc, à l'UQAM, un peu revendicateur. Oui, bien, c'est ça. Récemment, je rencontrais le président de la CSN. On a pris des photos ensemble. Là. On faisait la grève pour les prêts bourses.
Alors, on était plutôt gauchiste, même gauchisant, puis à certains égards, effectivement, vous l'avez mentionné, très revendicateur. Bon. Moi, j'ai eu une expérience personnelle de cette nature-là parce Oui. que je fréquentais l'UQAM. Et à l'UQAM, il y avait quand même des milieux gauchisants ou gauchistes Oui. quand même relativement nombreux. Et j'ai décidé, par contre, d'aller faire ma maîtrise à Paris. Oui. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et là, c'est, sans dire une espèce de renaissance, mais il y a certainement eu un éclairage bien différent de celui que j'avais vécu Oui. donc précédemment durant le premier cycle en philo à l'UQAM. Et ça a été pour moi quand même assez révélateur parce qu'il y avait autre chose que Marx, il y avait autre chose que les commentateurs de Marx, les Althusser et puis les Italiens qui avaient donc les mouvements autonomistes. Il y avait aussi les classiques et curieusement, on n'avait pas énormément pris connaissance des penseurs classiques. Et là, d'ailleurs, j'ai été un peu, sans dire paranoïaque, mais j'ai eu une espèce de réveil où je me suis dit, mais ma foi, qu'est-ce que j'ai fait pendant les 3 dernières années? Et je me suis trouvé un petit peu insignifiant. Pourquoi? Parce que j'avais justement pas eu le bénéfice de comprendre l'importance, pas nécessairement de la pensée classique, mais des penseurs. Et puis, donc, je me suis un petit peu comme presque devenu à l'intérieur d'une bulle. Je suis resté... Ouais. et puis, donc là, j'ai lu mes classiques. Là. Donc, j'ai lu Emmanuel Kant, j'ai lu Hegel, donc les prédécesseurs de Marx Ouais. pour justement donc, être en mesure de mieux apprécier. Et là, ça a été pour moi, donc, je dirais, sans dire une révélation, là, Ouais. mais certainement un nouvel éclairage en disant que tout n'est pas nécessairement peut-être manichéen, qui était celle de l'approche qu'on pouvait avoir peut-être Parce que précédemment. Tu sais. Hegel, Marx, évidemment, ça ne rime pas nécessairement avec capitalisme. Je vous posais la question si c'était ce que vous aviez imaginé pour vous, parce que je me demandais, je lisais sur vous, je me disais, est-ce qu'il aurait pu dire non quand, en 97 ou après le décès de votre père, on vous a remis les rênes de l'entreprise? Est-ce que ça vous a effleuré l'esprit de dire non, c'est pas ça que je veux faire dans la vie? J'étais déjà engagé quand même Oui. depuis les 12 dernières années. Donc, je suis entré chez Québécois C'est vrai. en 1985. Et là, j'ai eu, alors à ce moment-là, donc un parcours bien différent de celui que j'avais eu à l'UQAM. Et puis, ça a été le début aussi de mes études de droit. Et mon implication beaucoup plus importante à l'intérieur de l'entreprise. Oui. Alors, c'était très intéressant parce que tout en étant donc, étudiant à la faculté de droit, et c'était la grande époque, celle où mon père avait dit qu'il ferait une acquisition, une par mois. Puis, et c'est effectivement ce qu'il faisait. Donc, et ça prenait une tournure que ce soit américaine, que ce soit dans les imprimeries, que ce soit des hebdos Parce que c'était régionaux. Québécois World, évidemment, à l'époque. Aussi, Vous étiez- pas encore, mais effectivement, l'activité d'imprimerie était, commençait à devenir de plus en plus importante. D'ailleurs, la plus importante des transactions, la première Oui. auquel j'avais participé, c'était lorsque nous avions acquis les imprimeries de Bell Canada. Et à l'époque, c'était Raymond Cyr qui était président de Bell. Jean Monti était le vice-président exécutif. Et ils avaient décidé de vendre le volet imprimerie, qui était quand même assez important. Il y avait des imprimeries à Toronto. Ils imprimaient le Time ici, les annuaires téléphoniques, les pages jaunes, parce que historiquement, donc, cette activité était héritée de leur activité de télécom. Il y a eu aussi Donahue, est-ce qu'il y a eu une intégration? Ça a été le début de l'intégration verticale, donc fabrication de papier, impression, édition de magazines. Et par la suite, une très, très grosse acquisition dont j'ai assumé la responsabilité. Les autres étaient plus en accompagnement de ceux et celles, mais surtout ceux, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas nécessairement énormément de femmes à l'époque à la direction de Québécois, mais ça a été donc l'acquisition des activités de Maxwell, le tycoon britannique. Là. Ça, c'était quelque chose. Ouais. Donc, c'était naturel pour vous, finalement, de par votre bagage familial, de vous lancer, de poursuivre
les affaires de votre père. Au moment de prendre les commandes de Québécois World, après le décès de votre père, c'est un moment qui a été très difficile parce que le monde de l'imprimerie, le monde de la presse écrite en totale transformation au tournant de l'an 2000, les années qui ont suivi, c'était difficile pour tout le monde dans le monde de l'édition, dans le monde de la presse écrite, à telle enseigne qu'à un moment donné, vous avez dû vous rendre à l'évidence avec Québécois World et vous départir de l'entreprise de votre père, donc janvier 2008. Dans une entrevue à l'actualité, en 2010, vous avez dit il faut savoir tourner la page, mais ça n'a pas été un fait d'armes. Ça fait plus que 10 ans maintenant aujourd'hui. Est-ce que, pour vous, ça fait encore mal d'avoir eu à laisser partir cette entreprise-là qui était fondée par votre père? Vous savez, oui et non, hein, dans la mesure où, oui, certes, il l'avait fondé, mais mon père avait une passion bien particulière, c'était l'édition. Oui. Je ne dis pas que c'était pas un industriel, mais c'est pas ça qui le faisait vibrer. Les activités auxquelles je faisais référence tout à l'heure, donc de fabrication de pâte et papier, les imprimeries, c'était pas quelque chose qui... Bon, certes, effectivement, comme dirigeant d'entreprise, il considérait que c'était important, mais on voyait pas chez lui une implication aussi importante que celle... Parce que dans le fond, c'est ça sa carrière. Hein. Il voulait être impresario quand il était jeune. Quand il fonde le Journal de Montréal, c'est avant tout un éditeur. Il organise des colloques ou des débats dans la salle du plateau avec des personnalités. C'est ce qui le fait vraiment vibrer. Mais ça, c'est en 1964, au moment oui, de non, mais fonder après ça, par la suite, quand on a acheté des magazines comme le 7 jours, il était impliqué. Puis le Journal de Montréal, il lisait ça, puis il faisait ses commentaires aux éditeurs, aux journalistes, pas nécessairement aux journalistes, mais à la direction, pour bien s'assurer qu'ils puissent avoir le produit qu'ils considéraient être le niveau de qualité le plus élevé. Évidemment, la qualité, ça se définit différemment. Ça dépend évidemment à qui vous vous adressez, mais c'était vraiment sa passion. Alors, quand il est parti, on a continué quand même de façon significative à faire croître l'activité imprimerie. Nous sommes devenus donc le premier imprimeur mondial après avoir fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelait World Color, de là donc le nom Québécois World, parce qu'à l'époque c'était Imprimerie Québécois, qui regroupait donc les imprimeries de Bell puis les imprimeries de Maxwell dont nous avions fait l'acquisition. Et moi-même, d'ailleurs, je suis parti en Europe à partir de 1994 jusqu'au décès de mon père. J'y suis resté quand même jusqu'en 1998, où là, on a été en mesure de pouvoir monter le plus important imprimeur commercial d'Europe pour un groupe nord-américain. Donc, c'était quand même assez intéressant. Donc, lorsqu'il y a eu des difficultés financières en 2008, c'est sûr que on ne souhaite jamais échouer. Maintenant, est-ce que ça peut arriver? Bien sûr. Je pense qu'à ce moment-là, puis ça aussi, c'est une leçon qu'on doit apprendre, parce que ça a été la même chose pour mon père. Ses engagements au niveau financier ou industriel n'ont jamais été toujours couronnés de succès. Donc, il faut savoir tourner la page, rebondir, apprendre de ses erreurs et éviter justement d'en commettre de nouvelles. Qu'est-ce que vous avez retenu comme leçon de ça? Il faut savoir également aussi, à ce moment-là, en 2008, il y a eu donc une crise financière. Important. Alors, lorsque vous êtes dans une situation de vulnérabilité, vous faites face à un environnement, évidemment, que vous ne contrôlez pas, il faut que vous ayez pris, je dirais, la juste mesure et éventuellement aussi anticiper qu'une situation comme ça peut se reproduire. Donc, bien s'assurer que vous êtes protégé et voir si effectivement, on est en mesure d'anticiper des situations financières qui peuvent être plus difficiles et s'assurer que vous allez avoir les outils pour justement mieux les contrôler. Vous avez réussi un coup de maître. Finalement, vous avez transformé une entreprise qui était d'abord et avant tout de presse écrite d'édition en une entreprise qui a pris le virage numérique. Québécois, aujourd'hui, c'est un service de câble-distribution, service Internet, téléphonie, dont on vante aujourd'hui les qualités. On dit que c'est un formidable modèle de convergence que vous avez construit au cours des années. Quel a été votre plus grand défi dans ça? C'est les changements de culture. Hein. Vous savez, lorsque nous avons fait l'acquisition de Vidéotron, à l'époque, on octroyait des licences et c'était sur une base exclusive que nous les octroyions.
Et donc, la concurrence est arrivée, notamment justement à cause de cette révolution numérique. On est en mesure de pouvoir distribuer des signaux de télévision autrement que purement et simplement par le biais du câble coaxial est arrivé alors à ce moment-là. Donc, le satellite, c'est parce qu'on est en mesure de numériser donc, des images que nous étions en mesure également par la suite de les distribuer autrement que par la câblo-distribution. Et donc, dans cet environnement concurrentiel, là où il y avait des règles du jeu qui étaient assez curieuses, parce que le CRTC déterminait la tarification qu'on pouvait obtenir de la part du client. Si vous n'étiez pas performant, vous n'aviez qu'à aller voir le CRTC et dire, bien, malheureusement, mes dépenses ont augmenté de 10 donc je dois avoir une augmentation de tarif de 12 Et on vous l'octroyait dans un environnement concurrentiel, évidemment, donc les hypothèses et les paramètres étaient complètement différents. Et devant nous, on n'avait pas n'importe quel non plus concurrent. C'était Bell Expresu Bell, qui venait de, dont ils avaient fait l'acquisition quelques années auparavant. C'est quand même une entreprise qui faisait 8 milliards de bénéfices d'exploitation par année, alors que nous, on venait de reprendre Vidéotron dans une conjoncture qui était beaucoup plus difficile parce qu'il y a eu le fameux éclatement de la bulle Internet. Là aussi, il y a eu une nouvelle crise financière. C'était extrêmement difficile de financer des transactions où est-ce que le levier d'endettement était assez élevé. Donc, il a fallu changer la culture, faire en sorte de dire nous ne sommes plus un monopole, nous sommes une entreprise dans un environnement concurrentiel. Il y a des concurrents et lorsque les gens vous appellent, ce n'est pas nécessairement pour quitter parce qu'ils s'en vont en Floride l'été, c'est parce qu'ils s'en vont chez le concurrent. Et ça, ce n'était pas intégré à l'intérieur de la réflexion de l'entreprise. On se souvient aussi, et tout le monde se plaignait que vous appeliez et ça ne répondait pas. Chez Vidéotron? Oui. Bien, pas uniquement chez Vidéotron, chez tous les câbleaux-distributeurs. À ce sens-là, le Vidéotron n'était pas, je dirais, une exception. C'est parce que donc, le service à la clientèle laissait à désirer. Exactement. Donc, service à la clientèle, bien s'assurer que, justement, ce n'est plus un abonné auquel vous avez affaire, mais à un client. Ça veut dire que le citoyen ou le consommateur a le choix. Il n'est plus obligé uniquement d'aller chez vous, il peut aller ailleurs. Donc, tout ça requiert une différente façon de penser et tout ça non plus ne s'applique pas aussi facilement ou aussi rapidement qu'on le souhaitait parce qu'il y a toujours des forces autarciques à l'intérieur des organisations et notamment, malheureusement, en ce qui concernait spécifiquement cette situation, c'était les organisations syndicales qui ne souhaitaient pas bouger. Bon. En fait, au mois de mars 2013, vous avez pris plusieurs personnes par surprise en annonçant que vous délaissiez les rênes de Québecor. Un mois plus tard, la première ministre de l'époque, Mme Marois, annonce que vous devenez présidente du conseil d'administration d'Hydro-Québec, un poste que vous acceptez de faire complètement bénévolement. Vous mettez de côté le salaire de 130 000 $ par année. Vous acceptez de le faire bénévolement. En fait, vous avez dit par la suite que vous aviez mentionné au préalable à Mme Marois votre volonté de servir le public. Nous, on vous connaissait comme un homme d'affaires, un gars d'entreprise privée. D'où vous est venue cette volonté, à un moment donné, du service public? Bien, écoutez, premièrement aussi, j'avais eu l'occasion de rencontrer M. Parizeau. Vous connaissez également mon amitié que j'avais avec M. Landry. Oui. Donc, tout ça ne m'était pas entièrement étranger, bien au contraire, même d'une certaine façon, c'est assez familier, une grande familiarité. Alors à ce moment-là, il faut se remettre un petit peu, je dirais, donc dans les années de jeunesse, les années d'études, où, si on avait une tendance à penser d'une certaine façon, c'est que, et je pense tristement aujourd'hui, tout ça, c'est un peu amenuisé, mais il existait à l'époque ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des idéaux collectifs. Il y avait une quête, une recherche, je ne sais pas si on peut la qualifier de liberté ou je ne sais pas si on peut la qualifier d'affirmation. On peut probablement la qualifier donc, de toutes sortes de ces synonymes, dans le fond, pour justement faire en sorte, à partir aussi de notre histoire, de mon histoire, de l'histoire de mon père, de l'histoire de la communauté francophone,
de dire, pensons également à ce que nous avons été, à ce que ceux et celles qui nous ont précédés ont été, Ouais. aux efforts qui ont été déployés pour maintenir leur existence, maintenir leur culture, leur langue, et aussi, malheureusement, tristement, donc la condition sociale dans laquelle ils ont été obligés d'évoluer. C'est ce qui sous-tendait, donc, Moi- l'idée du service public. pour Exactement. vous. Et il y a de grandes réalisations qui ont été faites par les Québécois, donc que ce soit comme pas, toutes les questions qui concernent l'État, donc la Caisse de dépôt, Hydro-Québec, donc vous l'avez mentionné, c'est une fierté nationale. Il y a également aussi donc des entrepreneurs comme mon père, comme Jean Coutu, qui Ouais. étaient la première, si je puis dire, génération d'hommes qui se sont affirmés dans le domaine des affaires, qui n'était pas un Début du créneau Québec sur Inc. lequel, effectivement, les francophones avaient été appelés à s'intégrer. Ouais. Et bon, sinon, il y avait une communauté francophone influente, mais bon, c'était des avocats, des juges, des médecins, Ouais. des architectes, donc des professionnels. Et on n'était pas appelés, comme francophones, à justement entrer dans ce grand monde du capitalisme ou dans le monde des affaires, dans le monde financier qui, à plusieurs égards, a une influence considérable. Oui. Mais donc, ça vous a donné tout ça, votre jeunesse, vos études, le goût, à un moment donné, du service public. Bien, à un certain moment, dans la vie d'un individu, Ouais. donc on se pose la question, est-ce que tu vas faire ça tout le reste de ta vie ou éventuellement tu Intéressant. souhaiterais faire autre chose? Et c'est effectivement à l'aube de la cinquantaine que ce genre d'interrogation vous interpelle et auquel vous devez répondre. Les circonstances faisaient en sorte que je considérais qu'il était peut-être le moment venu pour faire autre chose, Ouais. sachant que les réalisations qui avaient été effectuées, puis je pense que j'avais bien orienté l'entreprise, que ce soit donc dans le changement de culture, dans l'anticipation des choses qui allaient se produire. Les planètes étaient alignées. Oui, exactement. Bon. Alors, L'année suivante, en 2014, vous décidez de faire le saut en politique. Ça fait couler beaucoup d'encre. Vous aviez été à c'est quelques lié à reprises... ça fait beaucoup. Ça vous fait rire. Ben Le oui. point. Ben oui. Faire du Québec un pays. Faire du Québec un pays. Vous l'amenez sur le sujet. Quand vous êtes entré en politique, tous les qualificatifs sont sortis. Coup de tonnerre dans le monde politique, coup de théâtre dans le monde politique, bombe dans le monde politique. Est-ce que vous pensez que c'est à cause du point que ça a eu autant d'impact? Si, effectivement, il y a toutes sortes d'interprétations qui ont été appelées à être faites. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Je pense qu'il y a un peu de tout. Là. Mais Bon. pourquoi pensez-vous que votre arrivée en politique a fait autant réagir? Pour le Parti québécois, ce n'est pas en général une filière habituelle que Le monde des de affaires. recruter effectivement des gens qui ont évolué dans le monde des affaires. Avec tout le respect évidemment que je dois à mes anciens collègues, que j'aime encore beaucoup, que je vois fréquemment. Mais c'était probablement donc ce qui a retenu Vous étiez une énormément grosse l'attention. pointure. Donc, Pour un peu l'expression populaire, oui, ouais. non, c'est ça. Donc, vous pensez que... Est-ce que vous vous doutiez que votre arrivée en politique ferait autant parler, autant réagir? Avez-vous vu ça venir? Oui et non. En même temps, il ne faut pas être naïf. Il devait y avoir certainement donc, une appréciation dans ce sens-là. Autant, est-ce que c'est autant aussi? Il faut relativiser Ouais. les choses aussi. Là. C'est peut-être les médias qui ont mis un accent Oui. beaucoup plus important que peut-être la réalité l'aurait fait.
Ça peut arriver, la surmédiatisation, hein, vous savez. Trouvez-vous que vous avez été victime de ça, vous, la surmédiatisation de Non, je n'ai pas votre été arrivée en victime, politique? mais chose certaine, Ça vous est arrivé? oui. Vous n'êtes pas une victime, vous avez été peut-être la cible. Comme ça, du jour de au ça. lendemain, effectivement, quand vous faites, excusez-moi l'expression, scrummer, là, puis que vous êtes entouré en 360. Moi, je faisais de la convergence, mais je ne faisais pas du 360. Avez-vous trouvé ça difficile de vous adapter à ça? Pas nécessairement, mais chose certaine, c'est nouveau, hein? Et puis, j'ai pas été le seul. Il y a d'ailleurs une députée récemment, je pense, qui a dit un petit peu, je le dirai pas de la même façon qu'elle, mais ça peut être un peu agressant parce que c'est pas agressant en soi, c'est plus agressant pour soi parce que c'est pas une expérience que vous avez vécue précédemment et comme ça arrive assez brutalement parce que du jour au lendemain, vous êtes élu et c'est à ce moment-là que les choses commencent, les choses sérieuses commencent parce que si vous n'êtes pas élu, bon, ben, on passe à autre chose. M. Mulroney, il nous disait toujours, la chose la plus importante, Pierre-Carl, en politique, c'est ton caucus. C'est ça Faire aussi, le attention à caucus, son c'est bon. la collégialité. C'est bien s'assurer que vous êtes en mesure de pouvoir toujours avoir le plus large soutien possible. C'est certain que lorsque vous devez prendre des décisions qui vont avoir des impacts sur des familles, sur des citoyens, comme notamment lorsqu'il y a des conflits de travail, c'est pas ce que... Vous avez trouvé ça difficile? Oui, c'est certainement difficile. Est-ce que nous sommes devenus indépendants d'une certaine façon, justement à cause des réalisations qui ont été effectuées par le Parti québécois, par cette volonté d'affirmation?